Et quand tu fais des glacis comme ça, tu peux vraiment aller très loin dans l'ambiance et dans la perspective atmosphérique. C'est vraiment très efficace pour faire des séparations entre plusieurs plans dans la perspective. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est cool parce qu'on va peindre ensemble cette peinture-là et on va peindre ensemble le feu. Je vais passer au travers des techniques que j'ai utilisées. C'est beaucoup de glacis, c'est de la peinture à l'huile, donc on va pouvoir travailler avec la transparence et je vais utiliser ce médium et quelques techniques pour raconter l'histoire d'une civilisation qui a perdu ses droits sur la nature et hélas, un jour, la nature perd elle-même ses droits face aux éléments. C'est comme ça, c'est l'histoire de cette peinture. Tu peux toi t'amuser à utiliser cette technique pour raconter quelque chose de plus gai, c'est pas un problème. Il y a la technique qui compte et après tu te sers de cette technique pour raconter ton histoire. Donc on y va. Alors avant de peindre, bien sûr, j'ai fait un dessin, ça c'est quand même assez important, et ensuite j'ai fait une petite étude sur mon iPad pour voir un petit peu comment j'allais gérer mes balances des lumières et des foncés principalement. Pour le matos, c'est donc de la peinture à l'huile, j'ai mélangé deux médiums alkydes, un de chez Gamblin et du Liquin, j'expliquerai pourquoi plus tard. Et pour les couleurs, on a terre brûlée, bleu outre-mer, c'est le duo gagnant, ensuite on a jaune oxyde transparent, rouge oxyde transparent et blanc de zinc, donc transparent aussi. Je vais aussi avoir des pinceaux super doux pour la plupart, et je vais utiliser aussi des chiffons, des sopalins pour enlever de la peinture, tu vas voir ça va être super facile. Alors après avoir fait un dessin, en fait je vais faire un mélange transparent d'oxyde rouge, d'oxyde de jaune, et je vais commencer à l'appliquer un petit peu partout de façon chaotique. Le but c'est d'appliquer une couleur de base qui va en fait établir l'atmosphère et avec laquelle je vais pouvoir commencer à poser quelques contrastes. Donc c'est vraiment pas compliqué avec ton gros pinceau, quelle qu'en soit la forme, tu badigeonnes un petit peu sur ta palette quelque chose d'assez liquide et ensuite tu viens l'écraser sur ta toile, c'est vraiment hyper simple. Donc c'est une étape qui va assez vite et j'applique tout ça un petit peu de façon chaotique. Je veux aussi mettre un petit peu plus de marron sur les côtés, un peu plus sombre, un peu plus désaturé, de sorte à resserrer un petit peu l'attention vers le centre. Donc je vais faire en fait des allers-retours entre alléger mes contrastes en enlevant un petit peu de peinture et les alourdir en rajoutant un petit peu de peinture, mais je vais toujours faire en sorte que mon dessin soit apparent, donc ça reste toujours de la peinture transparente que j'utilise. Au début comme ça peut sembler un peu long, il faut pas se démotiver, ça ressemble toujours un petit peu à rien les quelques premières heures de travail, ou du moins au moins la première heure, mais au final il faut persévérer un petit peu et assez vite ça commence à ressembler à un truc assez classe. Donc voilà, continue, perds pas le mojo, fais tes peintures et surtout t'arrêtes pas au bout d'une heure ou deux en te disant que ta peinture elle est pas jolie, c'est normal qu'en 2 heures ta peinture elle soit pas vraiment satisfaisante, il faut attendre un petit peu plus que ça en général. Donc petite parenthèse pour les médiums avant de passer à la suite, si j'ai mélangé un médium Liquin et un médium de chez Gamblin qui sont tous les deux des médiums alkydes, c'est parce que le médium de chez Gamblin en fait il met 3-4 jours à cicativer, alors que le Liquin il met quelques heures. Justement je voulais créer quelque chose qui soit entre les deux, en plus le Liquin c'est un gel, c'est pas un médium très agréable à travailler je trouve, alors que le médium de chez Gamblin lui il est huileux, il y a de l'huile à l'intérieur, et donc c'est assez sympa, donc le mélange des deux crée à mon avis une belle harmonie. Donc voilà, parenthèse fermée. Un truc super important, c'est de couvrir toute sa peinture avant vraiment de commencer à se poser des questions super profondes sur est-ce que j'ai bien géré mes contrastes et tout. Donc là, je vais placer mes masses sombres parce que j'ai vraiment envie d'avoir un rendu total sur l'ensemble de ma peinture et c'est que à ce moment-là que je vais pouvoir prendre des vraies décisions. Donc même si ce que je place là c'est assez sombre, il n'y a pas du tout de blanc, ce qui veut dire que dans mon mélange de bleu, de marron et de rouge, toutes les zones qui vont être plus claires comparées aux zones des plus foncées, ça va être une question de densité, une question d'opacité et pas une question d'ajout de blanc, puisque jusqu'à présent j'ai pas mis une touche de blanc dans la peinture. Et lorsque tu vas avoir cette approche de glacis comme ça, tu vas en général essayer de faire en sorte que le blanc, ou du moins la partie blanche de ton mélange de couleurs, soit donné grâce à la transparence du support et non pas en ajoutant du blanc, parce que c'est en bonne partie ça qui va créer la vibration des glacis, la vibration des transparences. Dès que tu commences à mettre du blanc, t'opacifies un peu le tout. On fera plus tard des glacis de blanc pour la perspective atmosphérique, ça va être super cool, mais pour le moment, pas de blanc. Alors une autre petite parenthèse, c'est la perspective. Dans cette peinture, on va avoir deux types de perspectives, une perspective atmosphérique et de la perspective linéaire. La perspective linéaire, c'est la perspective à 1 point, 2 points, 3 points, c'est une perspective mécanique. Donc cette peinture-là, elle est à un point de fuite et j'ai fait un point qui est à peu près au niveau du pont qui est lointain, pour gérer tous mes escaliers, pour gérer mes zones de perspective. Donc ça c'est hyper important, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vraiment prends le temps d'apprendre la perspective et je t'assure que tes peintures, tes dessins, ce que tu veux, peu importe la pièce d'art que tu pratiques, ça va être amélioré au centuple. Donc le tout petit truc dans la main que je suis en train d'utiliser, c'est juste un petit morceau de sopalin. Donc j'en déchire des petits bouts, j'en fais des petites boulettes, en gros je les sculpte un peu de façon à avoir la texture dont j'ai besoin sur le moment. Et puis j'enlève de la peinture avec, je sculpte dans la pâte. C'est la façon la plus pratique que j'ai trouvée, mais si t'as autre chose, tant mieux.
Donc là on arrive au moment crucial où c'est là où il vaut mieux s'arrêter. Je suis bien avancé, mes balances sont bien, mes contrastes sont pas mal, franchement je suis assez content. C'est la fin de la séance, je pense que j'ai dû peindre 1 heure ou 2, je sais pas exactement. Et j'ai encore pas mal de trucs à faire, mais ça justement on verra à la deuxième séance qui va arriver, de suite. Donc nous voici quelques jours plus tard. Le temps de cicativité, le temps de séchage de ta première couche dépend du médium que tu as utilisé, mais on va dire que 2-3 jours pour des médiums alkydes ça suffit largement, et pour des médiums traditionnels, au moins attends que ce soit cicativé au toucher, que ce soit bien dur au toucher. Donc pour la seconde couche, je vais faire un petit peu la même chose en fait. Je vais repasser de nouveau un glacis de rouge oxyde avec un tout petit peu de bleu cette fois pour le désaturer légèrement, encore un petit peu de jaune oxyde aussi, et puis je vais de nouveau l'étaler partout pour tout refoncer. Et ce qui est super cool, maintenant que tu as eu un fond, c'est que toutes les variations que tu avais fait avant, tu les perds pas. Tu vas simplement les complexifier avec de nouvelles variations par-dessus, et ça va créer un effet de marbrure super classe. Donc tout petit rappel, en fait, à chaque fois que la lumière elle va arriver dans ta peinture, elle va devoir traverser les couches, ensuite la lumière va taper sur le fond de la peinture qui est là, en l'occurrence blanc, et avant de revenir dans ton œil, ça va retraverser de nouveau les couches. Donc en quelque sorte, ta peinture, tu la vois rétro-éclairée, et ça donne un effet singulier au glacis, et notamment au glacis à l'huile, à cause des résines qui sont contenues dans les médiums, comme j'avais déjà expliqué. Donc tu verras toi, quand tu feras les expériences de glacis, tu le verras en direct parce que c'est pas quelque chose qu'on peut voir à travers un écran ou sur une photo. Ça se voit en live au moment où tu es en train de le faire et tu vas voir exactement de quoi je suis en train de parler, c'est génial. Donc en fait cette deuxième couche elle est sensiblement la même que la précédente, simplement je vais retravailler mes contrastes, je vais appliquer des glacis plus foncés, plus désaturés sur le tour de sorte à resserrer l'attention vers le centre, je vais appliquer de nouveau des glacis de lumière aux endroits les plus rouges, aux endroits enflammés, je vais appliquer des glacis plus foncés, moins saturés aux zones les plus noires, et ensuite de nouveau je vais venir enlever une partie de ma peinture avec mes sopalins. Et je vais augmenter comme ça mon ambiance, je vais travailler les glacis comme étant une nouvelle peinture, complètement indépendante de la précédente en quelque sorte, en fait qui s'applique par-dessus et qui va donc recontraster certaines zones, éclaircir d'autres zones, et ça après comme ça tu peux faire des allers-retours super intéressants. Alors tu vois, je vais vraiment considérablement foncer ma peinture, comme ça quand je vais revenir après avec mon sopalin pour enlever de la matière, je vais vraiment avoir quelque chose qui va être très intense, une lumière qui va être très forte, qui va ressortir de cette ambiance très foncée. Donc je surfonce en quelque sorte, sachant que je vais pouvoir refaire jaillir la lumière juste après. Et c'est là où justement je vais retravailler mes contrastes en faisant réapparaître ce qui est dessous. C'est la partie la plus jubilatoire puisque c'est là où tu fais ressortir tes lumières. Je peux utiliser aussi un coton-tige, j'aime bien le coton-tige, c'est assez précis. Il y a plein de choses qui fonctionnent, il faut simplement essayer. Et en fait, tu vois, le procédé est un petit peu le même qu'à la première couche, c'est-à-dire que je passe d'abord un glacis général dans les zones de lumière et dans les zones de foncé, ensuite j'essaie de refaire péter mes lumières en enlevant de la peinture, et une fois que je considère avoir fait le maximum grâce à ce procédé, c'est là où je vais pouvoir recommencer à venir foncer certaines zones, et ensuite seulement, et en dernier lieu, je vais venir ajouter des réaux de couleurs plus claires si j'en ai besoin. Alors je me rapproche un peu histoire qu'on voit l'effet que ça donne de près, et on voit bien que ça n'a pas grand chose à voir avec lorsqu'on fait de la peinture et qu'elle est pleine, lorsqu'on fait de la peinture opaque. On voit bien que là il y a plein de petites variations, un petit peu comme un gamin qui jouerait avec de l'encre et ses mains sur un papier. Ça fait des pleins, ça fait des déliés, c'est toute une autre texture, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'est vraiment super cool. Alors là je m'amuse avec un color shaper, en fait c'est un genre de couteau en caoutchouc, c'est assez rigolo de voir les effets qu'on peut faire dans le glacis avec. Et simplement en déplaçant la matière d'un coin à un autre, ce genre de truc, on peut vraiment faire des effets de matière super intéressants. On a souvent un peu les clichés de la peinture à l'huile où quand on parle de matière, on voit des croûtes de peinture sur des toiles, alors qu'en fait il est tout à fait possible de jouer avec la matière dans son sens plat, où il n'y a pas de relief et simplement on s'amuse à sculpter dans la masse de la peinture, aussi plate soit-elle, des effets divers et variés. C'est ça aussi toute la richesse de la peinture à l'huile, c'est pour ça que c'est unique, on peut faire ça qu'avec la peinture à l'huile. Et puis tu verras au fur et à mesure que tu avances dans ta peinture, ton médium, la pâte que tu auras déjà appliquée va changer de texture. Alors ça, n'en fais pas ton ennemi, c'est plutôt une bonne chose, essaye d'en tirer parti, ça va devenir un petit peu plus collant, ça va devenir un petit peu plus épais, et tant mieux. Donc dis-toi bien que si quelque chose ne fonctionne pas maintenant, peut-être dans 3 heures ça va fonctionner. Alors maintenant je vais utiliser une couleur claire que je vais essayer de faire assez lumineuse, donc c'est quasiment que du blanc avec un peu de jaune, un peu de rouge oxyde, et je vais l'appliquer aux endroits que je considère être les plus lumineux de façon un peu exagérée, parce que je sais que dans le futur, dans ma prochaine couche, je vais de nouveau glacir ces zones-là. Donc en fait, quand tu fais un glacis, tu perds une partie des contrastes, puisque forcément tu rajoutes une couche qui va en fait
uniformiser le tout, qui va aplatir le tout sur lequel tu es en train de faire ton glacis. Ça, faut y penser parce qu'à chaque fois que tu vas faire un nouveau glacis, d'une certaine façon, tu vas quelque part diminuer les effets que tu as fait précédemment. C'est intéressant parce que ça diminue les coups de pinceau, ça diminue certaines choses, ça diminue aussi par exemple les erreurs de contraste, ça peut diminuer tout un tas de trucs, ça peut être très utile pour corriger, mais en même temps, tu as très vite fait de commencer à tourner en rond aussi parce que tu effaces ce que tu as fait précédemment légèrement au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle là, je suis en train d'appliquer une peinture lumineuse qui serait probablement trop lumineuse, mais je le fais parce que je veux que cette lumière reste intense lorsque je vais passer mes couches de glacis suivantes. Et c'est ça un peu la grosse difficulté des glacis, c'est l'anticipation en fait. C'est assez difficile d'anticiper exactement la façon dont les couleurs vont réagir avec les couches de glacis. Je pense que si vraiment tu es un expert en la matière, c'est possible d'anticiper comme toute chose, mais bon, nous on est des apprentis, hein, donc forcément c'est un peu plus galère que ça. Une fois que mes zones de valeur super claires sont placées, je vais les fondre. Là j'utilise un blinder, mais j'aurais pu aussi utiliser mes doigts ou autre chose, ça c'est toi qui vois, tu peux fondre tes peintures de façon diverse et variée, mais en général un pinceau doux, un peu rond, un peu touffu, un peu compact, ça marche quand même super bien pour donner des effets très doux. Pense aussi que plus ta toile ou ton bout de bois va être préparé, plus ça va être plat, plus ça va être proche de quelque chose qui va être presque comme un morceau de marbre, plus tes glacis vont être beaux, plus ça va être agréable à travailler, parce que plus la lumière, quand elle va retaper sur le fond, elle va taper de façon homogène, et du coup, en fait, quand ça va revenir vers toi, ça va être beaucoup plus lumineux. Quand il y a des imperfections dans la préparation du panneau de bois, c'est moins joli. Quand tu travailles sur une toile, c'est moins joli. Dès que tu commences à voir le grain de quelque chose, c'est moins joli aussi. Donc voilà, faut essayer d'être un petit peu pointilleux. Je pourrais faire une vidéo sur comment on prépare un tableau, c'est vraiment rien de compliqué. Tu prends du gesso, tu l'appliques en couche pas trop épaisse, tu passes un petit coup de ponçage, tu repasses du gesso, tu reponces. Selon ton support de base, ça peut prendre, on va dire, entre 5 et 10 couches pour arriver à un résultat vraiment plat et agréable à travailler. Donc voilà, passons à la troisième couche et ça va être la couche la plus intéressante parce qu'on va faire un glacis de perspective atmosphérique qui va être assez cool avec du blanc transparent. Je veux juste préciser que, comme tu peux voir, à chaque fois que je fais une nouvelle couche, ma peinture change de couleur. En fait, la peinture ne change pas de couleur, c'est moi qui suis un mauvais vidéaste et qui donc galère à avoir le même environnement lumineux à chaque fois. Donc la peinture ne change pas, c'est les conditions de mon enregistrement qui changent. Éventuellement, quand les peintures cicatives, elles se matifient, elles perdent en fraîcheur selon les médiums que tu utilises, mais la couleur en elle-même, elle change pas, il n'y a que sa profondeur parce que son gloss change et que le gloss, le brillant si tu veux, affecte la profondeur. Regarde, quand tu regardes un bout de bois noir laqué et un bout de bois noir mat, c'est le même noir et pourtant le bois laqué est beaucoup plus profond à regarder. Alors les amis, maintenant on va attaquer la troisième séance avec un glacis de perspective atmosphérique. Ça veut dire que je vais faire un glacis sur toute la partie qui est lointaine par rapport à l'endroit du pont et par rapport au premier plan, et ce glacis va reculer, va mettre de la distance entre un point et un autre. Alors comment ça c'est possible? C'est parce que d'abord, il va y avoir du blanc. Le blanc, ça va désaturer tes couleurs, ça va leur mettre un coup dans leur vivacité, et ça va créer de la distance. Et d'autre part, le glacis va enlever une certaine partie des détails grâce au blanc, et ça va aussi donner le même effet. Donc pour faire ce fameux glacis d'atmosphère, je vais prendre du blanc de zinc, et du burnt amber, et un peu de bleu, mais très peu. En fait, il s'agit d'un gris chaud que je vais appliquer sur tout le fond de ma peinture, toute la zone que j'ai envie d'occulter entre guillemets par ce filtre optique qui va donner une distance, qui va agir comme un voile sur toute la zone que je désire reculer. Donc évidemment, je dépasse un tout petit peu sur les zones que je désire pas reculer, mais c'est pas grave, ça je pourrais toujours l'essuyer ensuite, je pourrais toujours le frotter pour le faire partir. Et tu vois, comme on voit là, pour le coup, la vraie magie du glacis qui agit, ça veut dire que tu prends toute une zone et tu lui donnes une unification en 5 minutes, en 10 minutes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. J'ai juste pris un gros pinceau doux et j'applique mon glacis un petit peu partout. Si tu vois après qu'il y a des coups de pinceau qui te semblent être un petit peu désagréables, il n'y a pas de problème, tu prends un autre truc un peu plus doux et tu adoucis ton glacis. Et puis voilà, le tour est joué, on n'y verra que du feu. Et plus tu fais des glacis, moins on voit les coups de pinceau, plus il y a un aspect mystérieux, et quand tu fais des glacis comme ça, tu peux vraiment aller très loin dans l'ambiance et dans la perspective atmosphérique. C'est vraiment très efficace pour faire des séparations entre plusieurs plans dans la perspective. Maintenant, pour pousser le vice dans le tonalisme et dans l'atmosphère sombre et menaçante, je vais carrément passer un glacis de noir pur transparent sur certaines parties du premier plan pour vraiment augmenter le contraste et pour faire en sorte que la lumière, pour faire en sorte que les zones de clair jaillissent vraiment du tableau. Je veux que ce soit le plus lumineux possible. Et c'est seulement maintenant que je commence à trouver que cette peinture commence vraiment à ressembler à quelque chose. J'aime bien l'atmosphère violente qu'il y a dedans, c'est assez menaçant, on n'a pas envie d'aller faire un pique-nique. On sent bien que c'est un endroit qui doit être agréable et on aurait bien fait une balade là-dedans, mais pas aujourd'hui, c'est clair.
Je vais travailler avec un pinceau en poil de cochon pour faire un petit peu des détails et commencer à faire des racines, des morceaux de bois, commencer à enrichir le premier plan. Donc ce que je fais, c'est que je vais reglacir avec un peu de rouge oxyde mes zones de clair qui sont dans le premier plan. Toutes les zones du plan arrière, je les laisse comme ça, le fait qu'elles se soient reculées avec le blanc, c'était l'objectif. Et si je remettais du rouge oxyde dedans, ça les réapprocherait à nouveau, et à un moment donné, je commencerai à tourner en rond justement. Donc comme tu peux voir, au fur et à mesure, je sculpte un peu mes roches, je sculpte aussi des racines, j'augmente un peu la quantité de détails ici et là, j'ai réenlevé certaines zones de peinture du glacis d'ambiance que j'avais fait en haut de l'arbre principal qui brûle, de façon à ce que ça ressorte encore un petit peu plus et de créer un petit peu plus d'atmosphère. Mais en gros, tout ça, ce sont des détails. Ce qui compte, c'est de voir comment, avec la transparence, on peut travailler des atmosphères, on peut créer de la perspective atmosphérique, on peut créer de la distance. Alors la dernière couche, ça va être même pas une couche, ça va juste être ce petit oiseau. J'ai préféré attendre, puisque mon niveau en dessin d'animaux de façon générale est assez médiocre hélas. Donc j'ai préféré attendre pour éviter de tout pourrir, parce que si je m'étais trompé en ayant fait mon dessin, j'aurais dû effacer, ça aurait mélangé mon glacis. Donc comme j'ai dit au début, quand tu sais pas trop, que tu penses que t'es pas mal, que t'as envie de faire quelque chose mais que c'est une prise de risque, bah attends un petit peu, ça coûte rien. Donc pour le bien de ma petite histoire de cette nature qui est en train de se faire hélas dérouiller par les éléments, j'avais envie de faire un oiseau qui essaye, on espère qu'il va y arriver, de s'en aller de cet endroit qui est pour le moins hostile. Donc pour ce faire, je vais faire un mélange de rouge oxyde, de bleu et d'un peu de noix, et je vais garder la transparence. Donc toutes les petites variations que tu vois dans l'oiseau, les petites plumes que tu peux voir, etc., elles sont pas peintes proprement parler, c'est pas plusieurs couleurs, c'est une couleur avec laquelle j'ai travaillé la transparence avec le fond pour que ça me donne toutes ces petites variations, et à mon sens, ça suffit largement. Après, de toute façon, le principe des glacis s'applique à nouveau. Si j'ai envie d'avoir un oiseau avec un glacis sur les ailes, par exemple, d'une certaine couleur, et un autre glacis sur le corps d'une autre couleur, ben, effectivement, ça va donner des couleurs différentes aux parties de mon piaf. Donc ensuite, tu es libre de rajouter 10, 20, 50 glacis si tu en as envie, c'est pas un problème, tu peux le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de la vidéo, j'espère que c'était cool, et puis à la prochaine, ciao ciao.